Comment communiquer en temps de crise pour l'industrie des sciences de la vie. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de faire le webinaire avec le cabinet de relations publiques Edelman. Nous avons donc Ève Laurier et Katia Kononova qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, Ève, vous le savez sûrement, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez vu, elle est partout. Elle dirige le cabinet de Montréal depuis 2014, donc presque 6 ans. Elle est la directrice générale et elle a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des communications et du marketing. Également, fait intéressant, cabinet Edelman qui a été fondé, je ne le savais pas, en 1952. Et ils ont des collaborateurs à travers le monde, d'ailleurs, plus de 6000 personnes sur 5 continents. Donc, toute une expertise pour être avec nous. Bonjour. On t'entend pas. Oui, parfait. Bonjour, excellent. Et Katia, donc, qui est la directrice des stratégies clients santé chez Edelman, qui dirige tout le volet santé du bureau de Montréal. Elle cumule une douzaine d'années dans le marketing pharmaceutique et les communications de la santé. Elle est avec nous. Bonjour, Katia. Bonjour Stéphanie. Et elle parle aussi le russe. Alors, s'il y en a qui veulent se lancer aujourd'hui, je vous simplement vous l'annoncer. Donc, la formule, c'est simple. Vous pouvez inscrire vos questions en bas dans le chat box à droite. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à l'indiquer. On a des spécialistes en ligne avec nous qui vont pouvoir vous aider avec cela. Aujourd'hui, on parle un peu aussi en français, en anglais. Si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas non plus. Si jamais vous êtes déconnecté de la plateforme, ce qui est possible, n'hésitez pas à vous rebrancher. Tout reprend par la suite. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Ève, je te laisse la parole. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes presque 30 maintenant sur la plateforme. Alors, très rapidement, si vous ne connaissez pas Edelman, oui, on est une firme mondiale de communication. Puis, ça fait 20 ans cette année qu'on publie un rapport qui s'appelle le baromètre de confiance. Et cette année, malheureusement pour le Québec, je n'ai pas eu l'opportunité avec mon équipe de présenter le baromètre parce que c'est la semaine où les décisions ont été prises par rapport au COVID de ne plus avoir de rassemblement. Mais j'étais bien heureuse de voir que, par contre, Richard Edelman a décidé de faire un rapport spécial pour le coronavirus. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui extrêmement rapidement. J'ai plus de 3 documents qui font environ 80 slides. Alors, j'ai tenté du mieux que j'ai pu d'aller vous tirer de l'information qui, je pense, va être intéressante pour vous en tant que gestionnaire, en tant qu'employeur aussi. Et si vous êtes dans un poste opérationnel, vous allez comprendre aussi l'importance de vos produits, de vos services et comment vous pouvez être utile en temps de coronavirus. Très contente d'avoir Katia avec moi. Je ne travaille pas dans le monde de la santé. Alors, comme je disais à Stéphanie tout à l'heure, moi, pendant la COVID, je gère le bureau. Je fais beaucoup de communication de crise. Donc, j'aide les entreprises à maintenir leur réputation et à faire de la bonne communication à leurs employés. Mais quand ça vient au monde de la santé, c'est ma collègue Katia. Et elle est très occupée en ce moment à travailler avec nos clients qui œuvrent dans le monde de la santé. Donc, elle est avec moi. Si vous avez des questions spécifiques sur son industrie, votre industrie, ça va être à elle que vous pourrez adresser vos questions. Alors, très rapidement, on a fait ce sondage-là dans 12 marchés que vous pouvez voir ici et il y avait 1000 répondants par marché. Ça s'est fait du 23 au 26 mars. Le premier rapport qu'on a date du 6 mars au 10 mars et puis l'évolution du data, l'évolution de ce que les gens nous disent va tellement rapidement que je ne vous ai pas trop mis de slides qui datent du 6 au 10 mars parce que c'est presque rendu irrelevant. Les choses bougent tellement rapidement. Donc ça a été fait quand même quand, je peux dire, le monde entier, incluant le Canada, était dans le cœur de la pandémie. Donc ça, c'est on l'a écrit en français, là, chercher les solutions, pas les ventes. Mais s'il y a quelque chose que Richard Edelman, qui est le patron de Edelman, c'est le seul shareholder de Edelman, nous répète, it's time to solve, not to sell. Alors, it sounds better in English. It's time to solve, not to sell. Alors, pour tout ce que vous faites dans toutes vos communications, puis dans votre posture,
interne et externe. On n'est pas là en ce moment pour essayer de garder notre développement des affaires. On est là pour trouver collectivement, avec toutes les ressources qu'on a à travers notre industrie, notre entreprise, nos employés, nos partenaires d'affaires, comment on peut venir aider dans la pandémie. Le seul ROI que vous avez en ce moment comme gestionnaire, c'est Am I solving a need of my community right now? Tout le reste, au fait, c'est pas seulement que c'est irrelevant, ça peut être irresponsable et irrespectueux. Vous l'avez certainement vu, des marques qui ont continué à faire du marketing, continué à faire de la communication sur autre chose que how to solve, donc les solutions, puis se sont faites critiquer assez. Donc, le ton pour les marques. Donc, voici ce que les gens disent. La nécessité pour les marques de faire ce qui est juste. Donc, 81% des gens disent pouvoir faire confiance à une marque pour qu'elle agisse de façon juste. Alors, je peux vous dire que dans les 20 ans du baromètre de confiance à travers le monde, puis on le fait dans 28 pays, on a vu une croissance, même avant le COVID, de gens qui disent « je ne fais pas confiance au gouvernement, je fais de moins en moins confiance aux médias, je fais de moins en moins confiance aux ONG, je fais de plus en plus confiance aux entreprises, aux gestionnaires, aux leaders, parce que je crois qu'ils ont plus de ressources, sont plus agiles et donc ils ont un plus grand rôle à jouer dans la société. » Et ça, c'était avant le COVID. Donc, pendant le COVID, les gens disent encore plus « moi, je fais confiance aux marques, je fais confiance au secteur privé, à ceux qui font des produits et ceux qui offrent des services. » 78 disent que les entreprises ont la responsabilité de veiller à ce que leurs employés soient protégés. Aujourd'hui, on a eu un appel avec Richard Edelman, comme je vous disais, et Richard a eu la sagesse d'être un cordonnier bien chaussé. Alors, on n'arrête pas de dire, nous, en communication, qu'il faut utiliser des experts quand on communique. Et Richard a demandé à Dr. David Nabarro, ça s'écrit, je crois, Nabarro, et je vous invite à le suivre sur les médias sociaux. Donc, David Nabarro, c'est lui qui est engagé par le World Health Organization à Genève pour être le grand Manitou, finalement, du COVID. Et c'est notre expert chez Edelman. Donc, à chaque 2 semaines, il nous met au courant puis il nous fait un update sur ce qui se passe. Alors, on est en train, aujourd'hui, on a un appel avec lui, puis on est en train de regarder la réouverture progressive des bureaux qu'on a à travers le monde, dont par exemple en Chine. Et les gens s'attendent à ce que les employeurs prennent les bonnes décisions pour le retour au bureau, pour qu'ils soient protégés, pour que leur santé soit protégée, pour que leur famille soit protégée. Donc, c'est quand même bien, 78 c'est beaucoup. Et 43 veulent que les employeurs partagent de l'information sur le coronavirus au minimum sur une base quotidienne. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais les entreprises maintenant sont devenues des entreprises médiatiques. Avant la COVID, on le disait, vous êtes devenu un vecteur, vous êtes devenu une courroie de transmission de la bonne information. Il y a tellement de fausses informations. Mais pendant le coronavirus, c'est encore plus vrai, puis vous allez le voir ici. Donc, protéger les employés à tout prix. 90 disent qu'il est nécessaire de protéger le bien-être et la sécurité financière de leurs employés et de leurs fournisseurs. Alors, vous voyez au Canada, c'est 89 des gens qui disent ça. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans votre communication, vous devez communiquer sur comment vous faites comme employeur pour protéger la santé et la sécurité financière et la santé physique de vos employés et de vos fournisseurs. Et je suis sûre que vous faites beaucoup de choses. C'est important de le communiquer. Quand je dis communiquer, c'est pas communiquer aux médias, c'est pas communiquer au grand public, c'est juste de sécuriser. Puis je viens de vous dire que les employés s'attendent à ce que vous communiquiez sur une base quotidienne, donc sur le quoi. Bien, c'est important de parler de comment vous faites pour protéger le bien-être et la sécurité financière et la santé. Offrir des produits qui peuvent aider. Donc là, c'est clair que tout le monde le voit. Là, ça, c'est du data qui date du 23 au 26 mars, mais les entreprises en ce moment communiquent sur qu'est-ce qu'ils font pour se repurposer, comment ils font pour prendre ce qu'ils étaient capables de faire avant la COVID pour maintenant la mettre au service de la COVID, que ce soit de faire des masques, des désinfectants, des produits qui peuvent être utilisés dans les hôpitaux. Donc, vous êtes dans le monde de la santé. Je suis sûre que vous vous posez cette question-là. Et c'est ce que les gens, 91 des gens s'attendent à ce que vous fassiez exactement ça. Les entreprises en ce moment peuvent être le plus grand vecteur de changement. On a plus de ressources, on est plus rapide, on est plus agile que les gouvernements et en plus, on a plus la confiance du public que les gouvernements traditionnellement. On s'attend aussi à ce que les entreprises offrent des produits gratuits ou moins chers aux travailleurs de la santé.
Katia va vous parler de certains clients avec lesquels elle travaille, certaines entreprises qui font justement ça. Et c'est quelque chose qui va s'étendre très largement. Je pense qu'on va le voir, mais ça ne sera plus juste les travailleurs de la santé. Là, ça va être les gens qui ramassent vos poubelles, ça va être les gens qui travaillent dans les dépanneurs, ça va être les gens qui acceptent d'aller prendre un risque physique pour nous aider, nous. Et ces gens-là, on s'attend à ce que les entreprises qui ont des ressources, qui font de l'argent, qui font des profits dans la vie, sont en train de leur donner des produits, au moins réduire le coût de certains produits. S'allier au gouvernement, euh, ça, c'est une slide que je tenais à mettre parce que dans le baromètre de confiance régulier qu'on allait présenter cette année, on a posé la question aux 33 000 répondants, qui est éthique et qui est compétent dans les 4 institutions qu'on mesure, les médias, les gouvernements, les entreprises et les ONG. Et dans les 4 institutions, il n'y en a aucune qui était perçue comme étant incompétente et éthique. Donc, malheureusement, les entreprises étaient vues comme étant compétentes et non éthiques, les gouvernements non compétents, non éthiques, les médias un petit peu dans un flou, puis les ONG éthiques mais non compétentes. Alors, c'est une opportunité, si je peux utiliser ça pendant le coronavirus, de montrer que les institutions peuvent s'allier pour aller vraiment s'aider puis aller créer plus de valeur. Donc, 93 disent qu'il faudrait que les entreprises comme les vôtres s'allient au gouvernement. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, puis j'ai des collègues qui nous écoutent en ce moment, qui nous appellent pour des plans de communication externes, pour parler à des journalistes. Puis une question que je leur pose souvent, c'est: as-tu parlé de ça au gouvernement? As-tu écrit une lettre à ton député? As-tu envoyé quelque chose à soit Pierre Fitzgibbon directement au bureau de François Legault? Mais le gouvernement a besoin que les entreprises participent et dans un cas où on ne vit pas de la crise, on ne pense pas à ça parce qu'ils n'ont pas autant besoin de nous. Mais là, en ce moment, ça doit être un réflexe de: j'ai-tu parlé au gouvernement? Est-ce que je leur ai tendu la main? Est-ce que je leur ai dit qu'est-ce que j'ai comme ressources pour pouvoir aller les aider? Donc, les communications envers le gouvernement, juste si ce n'est pas pour leur offrir, c'est pour leur dire qu'est-ce que vous faites. C'est une opportunité importante, puis on s'attend à ça. Maintenant, vous êtes une source d'information, donc je ne sais pas si vous communiquez beaucoup. Un gros problème qu'on voit, nous, chez Edelman, mais vous le voyez de toute façon à travers le monde, c'est la fausse information. Ça existait déjà, les fake news, mais en temps de pandémie, c'est la deuxième pandémie. Richard Edelman n'arrête pas de nous dire: there's the COVID pandemia, and then there's the fake news pandemia. Alors, qui, encore une fois, ça repose sur les épaules des organisations, mais vous devez être la courroie de transmission de l'information qui est de la bonne information, qui vient du World Health Organization, qui vient de notre premier ministre, qui vient des experts en santé que vous avez dans vos organisations. Alors, les employés se retournent vers vous de plus en plus. On n'a jamais vu autant de concentration d'employés qui se retournent. Les gens, les citoyens ne font plus confiance aux médias traditionnels. On va certainement avoir un changement de ça pendant la COVID. Et donc, ils se retournent vers vous pour dire: c'est ta responsabilité, employeur, de me donner de la bonne information. Et je ne vais pas valider cette information-là, je vais la prendre et je vais la partager. Donc, 84 des répondants disent que vous êtes une source fiable d'information. Et ça, c'est mondialement, puis au Canada, c'est le même chiffre. Mais comme vous voyez, ça descend seulement à 74 Donc, c'est très, très haut comme chiffre. Donc, vous avez en plus la responsabilité de partager l'information. Et ce n'est pas tout le monde qui est habitué de le faire. Utiliser le pouvoir de la marque pour éduquer. Donc, vous devez être un pédagogue aussi et offrir aux gens des renseignements sur le virus. Alors, en plus, vous êtes dans le monde de la santé, puis vous allez voir dans les porte-paroles auxquels on fait le plus confiance, c'est les gens qui travaillent justement dans des organisations de santé, c'est des scientifiques, c'est des gens qu'on veut entendre de plus en plus. Puis, Katia va sûrement être d'accord avec moi, mais c'est des gens souvent qu'on n'utilise pas comme porte-parole parce qu'on a tendance à penser que les experts scientifiques ne sont pas des bons porte-parole. Ce pas des gens qui sont habitués à la caméra ou habitués de communiquer. Mais en temps de pandémie, on s'en fout. Qu'ils soient des bons communicateurs ou pas, on veut entendre des gens en qui on a confiance. Puis en ce moment, on va entendre des sources crédibles, donc des médecins, des scientifiques, des gens qui font de la recherche. Ces gens-là, il faut vraiment, vraiment nous donner accès et donner accès à vos employés, à vos clients, à vos partenaires d'affaires. Rassembler les gens, ça, c'est une autre chose. Évidemment, j'aurais pu vous présenter beaucoup de données sur employee engagement, puis comment aider votre rôle en tant qu'employeur et comment aider l'atmosphère, les émotions, l'anxiété de vos employés.
Mais vous pouvez faire beaucoup. Je suis sûre que vous faites déjà beaucoup. Vous pourrez nous donner d'ailleurs, là, on regarde ce que vous nous dites, là, mais moi, j'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que vous faites, les 5 à 7 virtuels, les Zooms. Il y a tellement de créativité en ce moment, mais encore une fois, c'est une responsabilité de votre organisation de s'assurer que vos gens restent proches. Vous êtes dans le domaine de la santé, donc la santé mentale des gens est importante. Donc, 84 des gens disent c'est la responsabilité de mon employeur de s'assurer qu'on est tous connectés et que tout le monde se sent bien pendant cette pandémie-là. Et utiliser les réseaux sociaux pour favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté. Il y a encore beaucoup d'organisations qui sont réticentes à utiliser les médias sociaux, qui ont peur justement que l'information soit mal contrôlée, mais en temps de pandémie, c'est justement un outil qu'il faut de plus en plus utiliser. Et si vous êtes PDG ou si vous êtes quelqu'un qui est haut placé dans votre organisation, puis qu'on a l'habitude de ne pas trop entendre, puis qu'on vous entend seulement quand c'est des moments, une fois par année, vous faites un town hall, une fois par année, vous parlez devant des actionnaires. Là, c'est le temps. On veut entendre de manière très authentique des gens haut placés dans notre organisation qu'on a habitué d'entendre, mais très scriptés, dans des moments très importants de notre organisation. Donc, nous, Richard Edelman, il nous parle une fois par année en temps normal. En ce moment, il nous parle à chaque 2 semaines. Il y a au moins 60 de l'organisation qui l'écoute. Il n'arrête pas de dire post-pandémie, je vais continuer à faire des appels comme ça à chaque 2 semaines. Ça sera peut-être des appels de 15 minutes à place des appels d'1 heure, mais c'est le temps en ce moment qu'on vous entende encore plus. Et ne vous en faites pas si vous n'êtes pas scripté, c'est exactement ce que les gens veulent sentir une connexion émotive avec leurs dirigeants et leurs dirigeantes. Je viens de dire communiquer avec émotion, compassion et les faits. Donc, normalement, en communication corporative, et je dois dire spécifiquement dans le monde de la santé, c'est peut-être pas un défaut que vous avez, c'est normal, mais vous êtes des gens de faits, vous êtes des gens de science, donc d'habitude, vous commencez avec la science. Mais en ce moment, ce qui est important, c'est de commencer avec l'empathie. Chaque personne vit cette pandémie-là de manière différente. Nous, on a énormément de data là-dessus. Il y a des gens qui sont très introvertis, qui sont tellement bien en ce moment parce qu'ils travaillent de la maison. Il y en a d'autres qui sont très extrovertis, qui se sentent très anxieux, très seuls. L'important en ce moment, c'est lead with empathy and then follow with the facts. Donc, communiquer avec les émotions, avec la compassion et avec des faits. Eve, peut-être nous donner un petit exemple. Comment on communique avec de l'émotion, justement? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un cas typique pour inspirer les gens qui nous écoutent aujourd'hui en sciences de la vie? Écoute, j'ai l'honneur de pouvoir parler de ma CEO. En ce moment, elle n'est pas sur l'appel. Donc, ma CEO, la CEO d'Edelman Canada, c'est une femme qui s'appelle Lisa Kimmel, très cartésienne. Moi, j'ai l'habitude de l'avoir parlé. C'est quelqu'un qui prépare énormément ses speeches d'avance. Elle a l'habitude de parler aux médias, mais c'est quelqu'un de très structuré, très organisé, très cartésienne. Et la première fois qu'elle a parlé à tout le monde au Canada, nous, on est 300 au Canada, est venue pour s'exprimer, puis sa voix a cassé. L'émotion a sorti. Et c'est tout à fait hors caractère pour elle. Là, même moi, je pense que ça nous a tous étonnés. Mais la vague d'amour, je pense que sur 300 employés, il y a 300 employés qui sont tout de suite mis à y faire des commentaires pour dire We're with you, Lisa. Ça l'a aidé tous les employés d'Edelman de voir que la grande dirigeante qui est toujours en contrôle, elle aussi le vit, le COVID, avec des parents qui sont plus vieux, des enfants à la maison, garde partagée, tout ce qu'on vit. Elle n'est pas en haut d'une pyramide inatteignable, elle est avec nous, elle vit ça. Et vraiment, là, ça a donné une vague à tout le monde, ça nous a comme fait baisser les épaules sur OK, je ne suis pas anormal de me sentir comme ça. Donc, je vois des dirigeants, moi, beaucoup de PDG avec lesquels je travaille. Normalement, on va travailler 1 mois, 2 mois à l'avance avant qu'ils prennent la parole devant leurs employés. On va scripter, on va pratiquer, on va faire des dry runs. Puis là, ils sont dans leur cuisine, puis ils prennent leur téléphone cellulaire, puis ils enregistrent quelque chose, puis ils postent ça sur les médias sociaux internes de la compagnie. Les gens nous disent, j'ai jamais été aussi fière de mon employeur. Pourtant, je l'ai entendu parler des dizaines de fois, mais là, c'est la première fois que je connectais avec lui. Donc, une de mes vidéos préférées récemment, mais ce n'était pas pour des employés, c'était pour des clients. C'est le PDG de la BDC. Ce n'est pas un client de chez nous. Mais lui, justement, tu vois l'émotion, tu vois que
sais, il y a le souffle, il manque de souffle, il est brûlé, c'est difficile. Il y a énormément de pression sur la BDC en ce moment. Il essaie d'aider tout le monde. Il n'y arrive pas. Il faut qu'ils disent non souvent. Donc, ça, c'est une vidéo que je vous invite à regarder de Michael Denham, le PDG de la BDC. Puis la dernière que je vais vous dire, c'est le PDG de Marriott. Lui, il s'est adressé à ses employés, mais ensuite, il l'a mis sur les médias sociaux. Puis, lui sort clairement d'un traitement. Il a eu le cancer. Tu vois qu'il a perdu ses cheveux. Puis, je pense que si ça n'avait pas été de la COVID, il ne serait pas sorti tout de suite parce que physiquement, on voit qu'il est plus vulnérable puis qu'il a été atteint assez difficilement par la maladie, mais il a décidé quand même de sortir. Puis, tout de suite, tu vois ça, puis tu te dis, wow, quel homme extraordinaire, quelle entreprise extraordinaire. Donc, je pense que la vulnérabilité des leaders sort de plus en plus en ce moment, puis c'est exactement ce qu'on a besoin pendant la pandémie. Merci. Et l'autre chose, c'est communiquer sur la façon dont vous aidez. Donc, comment vous faites pour soutenir vos employés et vos clients et tenir le public pleinement informé de tout changement dans la manière dont elles opèrent. Donc là, ça s'en vient. Je ne sais pas si vous avez écouté le Go aujourd'hui, j'imagine que oui, mais on sent que, puis partout à travers le monde, Trump en parle beaucoup, il y a une pression de réouverture de l'économie, qui est tout à fait justifiée, on comprend ça. Mais avec cette pression-là, doit venir énormément de communication sur oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour changer la manière que vous allez opérer pour, encore une fois, nous garder en sécurité. Ça, je vous en ai parlé, et ça aussi. Donc, orientez votre message vers les solutions. Nous, on dit à nos clients, si vous faites de la publicité, arrêtez, à moins que ce soit de la publicité qui dit encore qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que votre organisation est en train de faire pour faire partie de la solution. Puis de grâce, si vous faites quelque chose et que vous vous dites, je ne vais pas le communiquer parce que tout le monde est en train de faire ça en ce moment puis ça ne sert à rien, c'est pas vrai. Katia et moi et les membres de mon équipe, on parle à des journalistes plusieurs fois par jour et ils cherchent des histoires comme ça. Il n'y a pas encore, on n'est pas tanné d'entendre l'innovation, l'ingéniosité de nos entreprises, de pas juste des dirigeants, mais de monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans vos organisations, qui tentent des choses en ce moment. Ce sont des histoires qu'on veut entendre dans les médias sociaux. Donc, pensez pas que là, on est tanné, là, tout le monde est en train de faire du hand sanitizer ou des masques. On n'est pas tanné. Il faut continuer à parler de ça. Les journalistes veulent ça et les employés, ça les rend très, très fiers de voir que leur entreprise tente des choses. One point actually I wanted to add to that slide, Ev, is so you did mention that, yes, we may want to pause our paid advertisement, but when it comes to disease information, patients are still obviously sick. So if, they're living with metastatic breast cancer, if there are disease awareness campaigns that you have planned for, to put in market, these are still campaigns that you may consider doing, but with some adaptation to the current context. So it's not an end-all be-all where everything needs to. When it comes to certain types of communication, we're still counseling some of our clients to continue with some of those campaigns. Good point. Yeah. J'ai parlé des porte-paroles un petit peu plus tôt. Voici, vous voyez, là, 83% des gens, c'est quand même le double là, que même la deuxième pole position, là, mais on veut entendre des médecins ou des autorités sanitaires. Donc, on n'a jamais voulu autant entendre des gens de votre industrie. Donc, de grâce, dans vos partenaires d'affaires, vous recevez énormément de communication. Encore une fois, soyez une courroie de transmission. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, c'est le temps d'en faire un. Puis vous n'avez même pas besoin de rajouter votre commentaire en ce moment, juste distribuer, diffuser de la bonne information. Puis comme vous voyez, là, on veut de l'information qui vienne de médecins ou de sources sûres, de sources scientifiques. And I would... Yeah. No, go ahead. No, please. No, I just wanted to say that, for companies who are working to fight the virus, such as companies for whom you're probably representing, it's even more important to leverage the science and the healthcare experts to speak to the advancements being made in the current context. Yeah, and one thing that we're seeing at Edelman is le PDG de la marque et l'expert technique et un médecin. Fait que ce trifecta-là, en ce moment, notre gouvernement, notre premier ministre le fait justement. Il y a McCann d'un côté,
Puis il y a notre nouvelle superstar, M. Arruda, Dr. Arruda, mais ça fonctionne très, très bien, cette trilogie-là. Les gens s'habituent à ça, donc essayez de voir est-ce que votre entreprise est en train de communiquer de cette manière-là aussi. Est-ce que votre PDG est toujours en train de parler tout seul ou est-ce que votre PDG est en train de parler avec ses deux alliés? C'est ça qui va aider à ce que les gens assimilent l'information, mais surtout la partagent. Puis comme je disais tout à l'heure, il faut la partager. Et là, vous voyez que les influenceurs puis les micro-influenceurs sont à 22 et 25. Sachez que ça, c'est un renversement de pyramide complet parce que dans les tendances des dernières années, les influenceurs puis les micro-influenceurs fonctionnent très, très bien en ce moment. On ne veut pas les entendre. Je continue rapidement parce que je vous ai parlé de plusieurs choses aussi. Donc, sachez que les gens regardent beaucoup la posture des marques en ce moment et des entreprises et vont changer leur comportement d'achat et leur fidélité pour des entreprises qui ont bien agi pendant la COVID. Vous voyez que 65% des gens disent que la manière dont votre marque réagit pendant la COVID va avoir un énorme impact sur la probabilité qu'ils vont acheter ou non votre produit. Ça veut dire qu'il y a un 35% des gens, parce que j'ai la slide inverse qui disent qu'ils vont punir les marques qui agissent mal. Et ça va être on va avoir un nouveau rapport dans 2 semaines, puis je m'attends à ce que ça soit 85% des gens. Donc, votre posture en ce moment, les gens la regardent, ils s'informent de comment vous agissez et ils vont être très, très loyaux et sont et croient fondamentalement si vous êtes en train d'agir. Donc, juste un recap rapide. Comment communiquer pendant une pandémie puis pendant la COVID. Parler de vos valeurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un purpose, qui ont des valeurs qui sont déjà établies puis qui n'ont jamais communiqué. Là, on veut vous entendre sur votre purpose. Soyez transparent et quitte à ensuite dire j'ai été transparent avec l'information que j'avais à ce moment-là, mais là, l'information a changé. Notre premier ministre, je trouve, puis je ne suis pas en train de vous vendre François Legault, mais comme communicateur, il fait extrêmement bien. Donc, c'est le temps d'être transparent. S'il y a une information que vous avez, priorisez vos employés, mais de grâce, donnez-leur l'information. Priorisez les parties prenantes internes. Partagez ce que Arruda dit, partagez Dr Nabarro ou les autres médecins ou les autres spécialistes que vous suivez. S'il vous plaît, distribuez ce contenu-là et restez constant. Donc, il y a certaines entreprises qui ont communiqué beaucoup, beaucoup au début de la pandémie, puis là, on voit qu'ils sont en train de, ils disent, j'ai plus rien à dire, je répète tout le temps les mêmes affaires, ben c'est pas grave, répétez les mêmes affaires, puis même s'il y a des gens, de moins en moins de gens qui vous écoutent, c'est pas grave, vous devez rester là, on doit continuer à vous entendre. Comment maintenir la confiance durant le coronavirus? Donc, nous, on est une firme qui étudie la confiance depuis 20 ans. Montrez-vous et faites votre part. Donc là, c'est pas le temps d'avoir... montrez-vous, mais montrez-vous surtout vos employés, vos partenaires d'affaires, votre communauté. On n'a peut-être pas assez parlé de ça aujourd'hui, mais votre communauté localement, c'est super important. Donc, vous avez un rôle à jouer, vous le savez. Puis il y a beaucoup d'informations. Donc, certaines marques pourraient dire, c'est peut-être pas le temps pour moi de communiquer, mais non, au contraire, on a besoin vraiment de vous entendre. N'agissez pas seul. N'oubliez pas le gouvernement. N'oubliez pas les médias. Les journalistes cherchent des bonnes histoires, cherchent des histoires différentes, positives. Ils veulent des histoires d'innovation. Ils sont prêts à publier des histoires d'innovation, même si l'innovation n'est pas encore testée. Ils veulent démontrer qu'on est en train de, dans notre communauté, chercher des solutions. Ça, c'est important pour eux. Des fois, ça ne sera peut-être pas publié dans la presse, mais la journaliste va pouvoir le mettre, par exemple, sur Twitter. Donc, c'est quand même, ça pourrait être diffusé. Chercher les solutions, pas les ventes, on l'a assez dit, mais c'est pas le temps d'essayer de faire la pièce, comme dirait ma mère, là, c'est pas le temps d'essayer de faire des ventes. Et communiquer avec émotion, compassion et avec des wow. Ben merci Ève, merci Katia, on est rendu à la période de questions, donc n'hésitez pas, on ne voit seulement que vos initiales, donc ne soyez pas gênés. Moi, je partirais peut-être le bal. En fait, je suis vraiment, je suis impressionnée, Ève, dans le sens, et Katia aussi, c'est que finalement, c'est le meilleur moment pour communiquer, c'est maintenant. Alors, c'est le temps de le faire. Tu disais, ça prenait 2 mois pour préparer un discours d'un CEO. Et là, on parle plus de ça. On parle d'un CEO qui est un peu vulnérable. Une ou un CEO chez lui avec la coupe de cheveux pas la plus récente, qui doit parler de son cœur. C'est un autre monde, mais en même temps, les gens ne sont pas tannés de l'entendre.
C'est ça? Exactement. Tu l'as tellement bien dit. C'est le temps de communiquer. Il y a une nuance que je veux faire. C'est pas le temps. Et puis j'essaie de trouver la bonne citation que Richard Edelman a dit hier, mais don't create noise. Alors, il y a une nuance entre diffuser de l'information qui devrait être diffusée et aller clarifier de l'information qui peut-être pour certaines personnes va être plus difficile à comprendre, mais diffuser de l'information crédible et fiable, but don't create noise. Alors, il faut juste faire attention de ne pas juste trop faire de contenu. Il faut aider à ce que le contenu pertinent et important soit de plus en plus diffusé et pas prendre pour acquis qu'il l'est assez. Et oui, si vous êtes un exécutif en ce moment, c'est le temps d'aller montrer votre vrai leadership, de montrer que vous n'avez pas besoin d'être scripté, que vous n'avez pas besoin d'être dans un beau décor, ou si vous êtes une femme maquillée, organisée, mais que vous avez des choses à dire, que vous avez un purpose, puis que vous avez quelque chose à communiquer avec vos employés, puis que vous voulez faire partie de cette conversation-là, puis garder vos employés près les uns des autres. C'est le temps de mettre vos employés, vos clients ensemble aussi. Faites des workshops comme tu fais en ce moment, Stéphanie. Faites des webinaires. Vous allez voir, les gens sont tannés d'être à la maison et ils veulent réfléchir à des solutions ensemble. Vous avez tellement d'experts dans vos sociétés. Alors, proposez à des experts de faire des webinaires comme ça, même si c'est avec 10 clients, 15 clients, 10 employés, it doesn't matter. Ça va aller vraiment, vraiment loin. Puis c'est exactement le rôle que vous pouvez jouer en ce moment dans les sociétés. Parfait. Ben justement, ici, j'ai publié une première question. Tu parlais un peu de ne pas faire de noise. Justement, bonjour, un exemple de choses à ne pas faire sur les médias sociaux. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que vous diriez? Ben, ça c'est un cours en soi, là, mais dans le baromètre de confiance, depuis 20 ans, on regarde le baromètre public informé, public de masse. Alors, public informé, on est tous public informé, là, des gens qui lisent beaucoup les médias, qui se gardent informés, qui sont allés à l'école, tout ça. Et donc, je dirais que dans ma communauté Facebook à moi, j'ai que du public informé. Et le nombre de personnes à qui j'ai écrit en privé pour dire regarde la source de ce que tu viens de publier, c'est une fausse nouvelle. Les gens m'écrivent oh mon Dieu, tu as tout à fait raison. Alors, moi, ça, c'est une demande de solidarité. Faites attention à ce que vous partagez. Même les gens les plus aux aguets, les plus intelligents en ce moment, we're bored, we're at home, we are spending a lot of time on social media. Alors, il y a des gens extrêmement brillants que je connais qui ont, malgré eux, malgré leur bonne volonté, partagé du contenu. Puis une fois que c'est partagé, ça part, puis on n'est plus capable de le récupérer. Puis ça, c'est du noise. Alors, faites vraiment, vraiment attention. Puis, allez chercher de l'information qui est intéressante. Suivez Dr. Nabarro ou d'autres. Moi, c'est lui je connais parce que c'est lui, mais il y en a plein d'autres. Et assurez-vous que sur vos médias sociaux, vous faites cette courroie de transmission-là. C'est pas tout le monde qui va se donner la peine de regarder ce que le World Health Organization dit. Donc, faites-vous ça comme responsabilité puis transmettez cette information. I would also add something here, particularly around the visuals that you may use to accompany the content that you're sharing. The one thing that I'd be careful around is leveraging photos of, group settings right now, or, boardroom photos where there's like a group of people, because it really goes against what is being, advised right now. So that is something also to keep in mind. And sometimes we're not really mindful when we do a search for an image to put with our post or whatnot. So these are all things to consider as well. That's a good point. Merci. J'ai une autre question ici. On nous demande, quelqu'un nous dit que son employeur lui offre pendant 6 mois une application qui lui permet de suivre les symptômes et fièvres associés à la COVID-19. Ça s'appelle Chronically Simple. Est-ce que vous connaissez cette application-là? Est-ce que c'est le genre de démarche qui est intéressante à faire auprès de ses employés? Katia, la connais-tu, l'application? Non, je ne la connais pas. Moi non plus, je ne la connais pas. Alors, je me lance là juste comme ça, mais je ne connais pas Chronically Simple, donc je ne peux même pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise application. Je peux vous dire, par exemple, encore une fois, que les organisations de santé qui gouvernent au Canada, qui gouvernent à travers le monde, ont certainement ce genre d'informations-là. Donc, moi, je ne suis pas contre. Si vous l'avez essayé et que c'est une application qui fonctionne bien et que vous trouvez crédible, super. Mais j'aurais plus tendance, justement, en tant qu'employeur, à essayer de simplement partager ce
ce qui nous est envoyé de nos gouvernements puis de nos autorités publiques, personnellement. Par contre, si vous l'avez utilisé puis que ça reprend exactement ce qu'on est habitué de recevoir du gouvernement, mais que c'est plus user-friendly, alors n'ayez pas peur d'en faire la promotion. Mais encore une fois, c'est un peu comme les fake news. Il faut s'assurer que ce que vous utilisez avant d'en faire la promotion, c'est exactement ce qui est demandé ou ce qui nous est proposé par nos instances gouvernementales. C'est la chose la plus importante. Je dirais aussi, j'ai vu en fait l'exemple récemment de Roche Pharmaceuticals c'était un communiqué de presse que j'ai vu récemment, que justement, eux autres avaient aussi une application qu'ils ont partagée à travers un communiqué de presse, juste pour dire que cette application-là a été lancée. Donc, c'est sûr, c'est à voir. C'est quelque chose qui performe bien, qui teste bien. C'est peut-être aussi quelque chose à partager du point de vue moins promotionnel, mais plus éducatif. Mm-hmm. J'ai un autre commentaire ici, c'est intéressant, qui fait l'avocat du diable. Pensez-vous qu'il y a un risque que les employés ressentent un peu de paternalisme des entreprises qui fournissent quotidiennement aux employés des informations sur la pandémie? Qu'en pensez-vous? Ben, c'est une excellente question parce que le ton est important. Puis, il y a des entreprises, c'est drôle parce que j'ai relu quelques textes qui m'ont été donnés par des clients qui veulent publier des lettres ouvertes en ce moment. Ça, c'est une autre affaire qu'on voit pendant la pandémie, c'est que tout le monde veut écrire. C'est super. Et mon commentaire est souvent attention, c'est très paternaliste. Fait qu'il y a une tendance. Vous savez, la société, ça a toujours été en pyramide. Hein? Donc, les CEO en haut, puis le pauvre petit monde en bas. Et malheureusement, on a des fois eu tendance à écrire de cette manière-là aussi. Puis en ce moment, ça, il ne faut pas que le paternalisme soit ce don. La responsabilité sociale et corporative de diffuser de l'information de qualité, c'est une chose. D'aller y mettre son grain de sel sur vous devriez et en tant que PDG, ça, c'est une autre chose. Donc, c'est Christine Garriépi, félicitations, tout à fait. Avant de dire quelque chose, assurez-vous que vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui est assis en haut de la montagne et qui parle au peuple. Là. Personne n'a le goût d'entendre ça en ce moment. We're all in this together. Et effectivement, dans certaines publications, moi, je suis allée rattraper ce petit ton paternaliste-là. Mais si vous faites que diffuser de l'information qui sort des autorités, ben là, il y a moins de risques. J'ai une autre question ici. Au niveau d'affichage média traditionnel web, y a-t-il des opportunités à saisir niveau coût? Je sais que tu as dit it's not time to sell, it's time to solve. Alors, quels sont les types d'opportunités auxquelles les entreprises à elles pourraient penser en ce moment? C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse parce que en ce moment, justement, nous, on est en train de faire des désinvestissements. Donc, on est en train de retirer, ben pas nous, mais nos clients retirent leurs billes du niveau digital où ils mettent tout ça sur pause. Donc, on a encore les budgets, puis on sait qu'on va encore faire la promotion, puis on va retourner digital ou traditionnel, mais pour l'instant, non. Peut-être que Katia, tu le sais, de mon côté, en corporatif, là, je dirais qu'il n'y a aucun client qui essaie de faire de l'acquisition de médias traditionnels en ce moment. Donc, peut-être que quelqu'un dans la communauté a la réponse au niveau des coûts. Une excellente question, mais moi, je ne sais pas. It makes sense. Les médias traditionnels ont vraiment besoin d'argent. Ils en ont toujours eu besoin, mais ils en ont vraiment besoin en ce moment. Donc, je n'ai pas la réponse au niveau des coûts. Je dirais qu'au niveau des coûts, moi non plus, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je dirais, c'est que en ce moment, comme vous savez très bien, il y a la consommation d'informations au niveau digital et réseaux sociaux est très élevée, étant donné que les gens passent beaucoup de temps à la maison, puis justement par défaut sur ces plateformes-là. Donc, c'est sûr que si vous avez des messages qui sont éducatifs, pertinents, encore là, c'est ça, solve, don't sell, les gens regardent ça. On a vu en fait une augmentation de consommation médiatique. C'est dans notre campagne courante avec certains de nos clients. Mais encore là, il faut s'assurer que le message est pertinent. Bien justement, les entreprises en sciences de la vie, leur clientèle, ce sont les médecins, c'est le personnel infirmier. En ce moment, ils sont terriblement occupés. Comment les rejoindre? Est-ce qu'ils doivent poursuivre la conversation? Et si oui, comment? Ben, c'est sûr que les gens qui sont les frontline health workers, en ce moment, c'est pas nécessairement le temps de les rejoindre. Donc, on a certaines campagnes même qui visent les pharmaciens qui sont
mis en pause pour le moment, justement parce que c'est pas le temps de les bombarder, mais c'est plus côté de parler aux patients, aux gens qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin justement d'informations pertinentes sur leur maladie. C'est ces campagnes-là qu'on veut continuer donc d'avoir en marché. Puis pour ce qui en est de rejoindre le professionnel de la santé, les gens qui travaillent dans ce milieu-là, en ce moment, ben, autant qu'on veut, on peut mettre beaucoup de budget là-dessus, mais ces gens-là sont très occupés en ce moment. Donc, je dirais de mettre les campagnes en pause. On a parlé tout à l'heure de 5 à 7 virtuels, de toutes sortes d'actions pour communiquer avec vos équipes internes. Avez-vous peut-être des anecdotes à nous raconter? Ève, je ne t'ai pas sourire. Ben, c'est drôle parce qu'on a tous, tu sais, bon, on a tous nos réalités. Donc, moi, je suis mère monoparentale, puis j'ai un fils de 6 ans. Fait que les 5 à 7 virtuels, pour moi, c'était comme c'était plus d'anxiété que d'autres choses. C'est comme je viens de finir ma journée, mon fils, il a écouté 3 heures de Netflix déjà, puis là, il faudrait que je fasse un 5 à 7 virtuel. Fait que pour un persona comme moi, c'est pas la bonne chose. Mais pour certaines autres personnes qui sont dans leur maison tout seules, puis une fois que le travail est fini, ils sont comme vraiment confinés, puis ça leur fait vraiment du bien. Donc, je pense que nous, ce qu'on a appris chez Edelman, c'est de mettre plein de choses à la disponibilité. On a des cours de yoga, du bootcamp, des 5 à 7, on a des chats de 15 minutes avant des meetings, one-on-one, ou des fois 4 personnes. Fait qu'il y a de tout. Et ce qu'on a réalisé quand même assez rapidement, peut-être après 2 semaines, c'est que c'est bien qu'il y ait de tout, mais l'important, c'est de communiquer le fear of missing out. Tu n'es pas obligé de faire rien de tout ça. Okay? Oui. Ça, c'est parti. Ça n'existe plus, hein, le fear of missing out. It's au gone. début, là, c'était de l'hyperactivité, de connexion entre employés. Il y en avait. Là, même moi, comme gestionnaire, je disais oui à tout, mais là, c'était comme, hey, on vient de jouer au bingo hier, là, on a fait un cocktail, il y a trop d'affaires. Fait c'est parfait, mettez des choses à la disponibilité de vos employés, mais soyez certains de communiquer le message essentiel que c'est si ça te fait du bien, vas-y, mais on ne va pas te juger si pour toi c'est too much, puis que ce moment-là de confinement, il te fait du bien, tu as le goût de profiter du confinement, puis de pas, you don't want to engage, you don't have to engage. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on assiste à ce moment-là à une révolution du monde du travail? On assiste à une plus grande communication authentique. Les gens sont plus vulnérables. On a du télétravail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment on est sur un nouvel envol ou on va tous retourner à nos vieilles techniques aussitôt qu'on va pouvoir retourner au bureau? Je ne suis pas philosophe, mais je suis gestionnaire. Je peux vous dire que je pense que le net new normal, tout va changer. On va certainement reprendre des vieilles habitudes, mais ça va prendre beaucoup de temps. C'est pas moi qui le dis, c'est Dr. Nabarro aujourd'hui, puis il a dit, if you think you're going to get to normal in a few months, you have to think a few years. Premièrement, parce que la pandémie, puis vous le savez, va revenir, il va y avoir d'autres vagues. Parce que les gens vont avoir découvert qu'ils sont capables de travailler de la maison. Puis il y a certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont encore plus productifs à la maison, qui font encore du meilleur travail. Je pense qu'il va falloir regarder ça au niveau plus individuel. Il va y avoir beaucoup de scénarios, puis ça ne sera pas comme le modèle d'avant, il ne fonctionnera plus, puis il ne fonctionnera plus pendant longtemps. Je pense que quand j'écoute en ce moment les gens sur les médias sociaux, il y a vraiment une pression pour que tout revienne à la normale, mais ça ne revient pas. Même si on réouvre l'économie, les gens ont changé, ça ne reviendra pas à la normale. Puis philosophiquement, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais, voilà. Parfait. En terminant, peut-être, Katia, est-ce que dans les dernières semaines, évidemment, tu as été en contact avec avec de grandes entreprises, bon, pharmaceutiques, médicales et autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de tes conversations, que tu pourrais peut-être nous partager, que tu n'as pas déjà mentionné, qui t'a vraiment marqué, peut-être un petit résumé là, de quelque chose de spécifique par rapport à notre industrie? Ben, c'est sûr que, bon, on a discuté de beaucoup de choses concernant justement comment motiver les employés, comment s'assurer de leur bien-être mental, surtout lors de ce net new normal. Puis ce que j'ai trouvé vraiment super pertinent et intéressant, c'est que vraiment les employés, les employeurs qui s'occupent vraiment de fournir des ressources,
différentes à leurs employés, puis qui les prend vraiment en charge. Ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Puis moi, j'ai trouvé l'exemple de mon client Novartis qui travaille vraiment rigoureusement sur le développement de ressources différentes que nous, on compile ensemble presque tous les jours pour justement aider leurs employés à garder leur morale, puis s'assurer qu'ils sont confortables à travailler chez eux. Ça, je trouve que c'est vraiment super. Bon, ben alors, il faut garder le moral et il faut communiquer. Merci beaucoup, Eve. Merci, Katia. Merci d'avoir été là avec nous. On travaille aussi sur un troisième webinaire dans les semaines à venir. On va parler de relance. On va vous revenir avec plus de détails. Alors, c'est tout. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Bon après-midi à tous. Bon après-midi. Merci.